La Tour Eiffel et la Seine, c'est le décor de rêve que choisissent de plus en plus de voyageurs étrangers pour vivre un grand moment. À l'arrivée des beaux jours, les romantiques accourent du monde entier pour un instant inoubliable, une demande en mariage sur la Seine. Ces quelques secondes de bonheur sont organisées par des agences spécialisées. Ces mises en scène peuvent coûter jusqu'à 200 000 €. À bord de ce coupé, Bruno. Il a monté sa propre agence de demande en mariage. Florentin, là, tu vas prendre les fleurs. Des bouquets de fleurs, Bruno en a offert des centaines avec son stagiaire. Élu meilleur ouvrier de France en 2015, ce photographe s'est spécialisé depuis 10 ans dans les demandes en mariage surprise. Son terrain de jeu préféré, le célèbre fleuve parisien. Je pense pas que ce soit un hasard si la quasi-totalité des demandes en mariage que j'ai photographiées ont été faites le long de la Seine. On a des endroits romantiques qui font un petit peu penser au Paris rêvé que s'imaginent beaucoup de touristes. À chaque fois, Bruno est contacté sur Internet par un homme qui désire faire une surprise à sa belle. Tel un détective, le photographe va rencontrer discrètement le monsieur avant pour régler les derniers détails. C'est le moment où on va pouvoir lui montrer qu'on gère les choses, parce qu'à mon avis, il doit être un petit peu en panique. Bruno a été sollicité par un client colombien. Nos deux espions lui ont donné rendez-vous près de son hôtel. La future fiancée ignore tout de ce qui l'attend. On est sur place, on va l'attendre ici parce que je ne veux pas me faire repérer dans la réception de l'hôtel. Tiens, le voilà. Il y a des moments où on a vraiment l'impression d'être dans un film. Mais c'est la vraie vie aussi. Et je veux que ça se fasse toujours le plus naturellement possible. Danilo a 27 ans et ne connaît sa compagne que depuis 8 mois. Mais il en est certain, elle est la femme de sa vie. Ça me fait plaisir de vous voir en personne après tous ces échanges. Ce jeune Colombien a déboursé 700 € pour que Bruno monte tout un stratagème. Florentin va donner à votre fiancée un bouquet de fleurs et c'est à ce moment-là qu'elle va comprendre qu'il se passe quelque chose. Ensuite, mon stagiaire va s'éclipser et là, ce sera à vous de jouer. Profitez du moment, vraiment. Je suis un petit peu nerveux, je ne veux pas tout gâcher. Je veux que tout soit parfait. Vous êtes sûr qu'elle va dire oui? Ouais, je suis très confiant, bien sûr. C'est déjà arrivé que quelqu'un dise non? Non, ça n'est jamais arrivé. Et si ça arrivait? Je pense que je continuerai à faire des photos et j'essaierai d'arranger les choses. J'essaierai de la convaincre de dire oui quand même. Be the best. Faites la meilleure demande en mariage de tout Paris. Ok. Allons-y. Allons-y. Merci beaucoup. La demande en mariage surprise aura lieu sur le pont Birakeim qui surplombe la Seine. Bruno et son assistant partent se cacher. Ils vont devoir faire un maximum de photos jusqu'au moment magique. Problème, sur le pont, il y a foule sentimentale. Ah tiens, regarde, justement. Tu vois le couple qui est là? Il est évident qu'on ne peut pas faire la demande en mariage juste à leurs pieds. Il va falloir se décaler en conséquence pour ne pas les avoir dans le champ. À quelques minutes de l'événement, la pression monte. Que je sois là ou pas, la demande en mariage, il va la faire. Donc j'ai surtout pas intérêt à louper ce moment-là. Hein. C'est une fois dans la vie, pas deux. Si jamais tu les vois et que tu ne me vois pas dans le champ, tu m'appelles immédiatement pour me prévenir. Hein. À tout à l'heure. À peine 5 minutes de planque, les tourtereaux sont déjà en vue. Bruno shoote le couple sans se faire repérer. L'instant décisif approche. Au milieu du pont, l'assistant de Bruno surgit, bouquet en main. Hi, Danilo. Mon amour, je veux que tu sois la mère de mes enfants. Je t'aime et je sais que je t'aime. Je suis fier d'avoir une femme comme toi à mes côtés. Bruno a réussi la photo qu'il fallait faire. Est-ce que tu veux m'épouser, mon amour?
Oui. Ah mon Dieu. Félicitations. Pour moi, c'était le rêve de ma vie, mais tu le savais. Ah, tu m'as bien eu. Devant l'objectif de Bruno, Danilo et Shirley laissent éclater leur bonheur. Immortalisés en bord de scène, ces moments resteront à jamais gravés dans leur mémoire. Être ici, prendre dans mes bras ma fiancée, c'est quelque chose dont je n'avais osé rêver. Qu'est-ce que t'as fait, t'es fou. Depuis quelques années, la Seine autorise toutes les folies. La circulation automobile a quasiment disparu des quais, alors les rives du célèbre fleuve parisien ont changé de visage. L'été, l'ambiance y est électrique, les fêtards viennent du monde entier. Fréquentées par 8 millions de personnes chaque année, les berges de Paris sont redevenues à la mode. Cette ruée vers la Seine est menée par de nouveaux conquistadors. D'immenses bateaux de plusieurs millions d'euros offrent du rêve à tous les étages. Rooftop prisé. On vient du Venezuela tous. On est vraiment heureux. Terrasses bondées. Restaurants haut de gamme. À suivre un cabillaud, 2 pintades et 3 riz de veau. En coulisses, de grands chefs étoilés comme Jacques Cagnat luttent pour redonner du lustre à la gastronomie sur la Seine. Bah bien sûr que c'est une terrine de luxe, on est dans un restaurant de luxe ici. Ma petite dame, hein? Pour reconquérir le fleuve, certains jeunes talents ont monté des business étonnants. Derrière le bar, vous avez de quoi vous rafraîchir, vous avez des verres, vous avez tout. Vous faites comme chez vous, vous servez. Avec ces véritables salons flottants dotés de bars intégrés, Évrard a lancé une nouvelle tendance, des bateaux apéros qui font fureur. Mais pour faire revivre la Seine, certains sont allés encore plus loin. Ah, on est bien, hein. C'est la Rolls. Cet engin futuriste qui vole au-dessus de l'eau, c'est l'invention d'Alain Thébault et d'Anders Bringdahl. Leur pari, lancer sur le fleuve un nouveau moyen de transport avec des dizaines de taxis flottants. Il faut se réapproprier les baies, les fleuves. On ne peut pas continuer à avoir ces voitures empilées et rien sur l'eau. Aujourd'hui, la fascination et l'attractivité pour la Seine est telle que certains ont décidé d'en faire leur domicile. Se dire qu'on peut se baigner à Paris de sa maison, depuis sa maison, c'est un truc de dingue. Et en même temps, ça devrait être parfaitement naturel, qu'à partir du moment où il y a un fleuve et qu'il fait beau, de pouvoir se mettre dans l'eau. Péniche de rêve, appartements de luxe. Pour s'offrir ces biens immobiliers exclusifs, les riches propriétaires des bords de Seine ne se donnent aucune limite. On a l'impression d'être sur un navire qui descend la Seine. Et tu te sens comme le capitaine du bateau? Ouais, même le maître du monde. Mais la frénésie qui gagne la Seine depuis quelques années a ses revers. Elle a transformé la vie de certains habitants en enfer. C'est des gens qui montent sur le bateau. Nous, on dort juste en dessous. Quand on est les 5 h du mat et qu'on travaille, c'est pas possible. Comportements dangereux. Ventes illégales d'alcool. Pour stopper ces dérives, les polices terrestres et fluviales sont sur tous les fronts. Jour et nuit, ces brigades spéciales doivent intervenir en urgence. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de bombe ou quoi que ce soit? Nous sommes en sécurité? Y'a pas la croisière s'amuse. Non, c'est la croisière manifeste. La Seine en folie. La vache! Là, il y a vraiment très gros poissons. Embarquement sur le plus beau fleuve du monde. Un univers qui n'a pas fini de vous surprendre. Salut! Bienvenue, bonsoir. Je note ceux qui sont à l'heure. En ce samedi soir, Solène a donné rendez-vous sur la Seine à une 50aine d'invités. Anne, Renaud, Margot, Séverine, Hervé, Raph, Tess. Solène vit en banlieue parisienne et travaille dans l'immobilier. Elle et ses amis ont payé 2 000 € pour naviguer sur le fleuve toute la soirée. On fête l'anniversaire de mon mari, Franck. Voilà, c'est une surprise, il n'est pas au courant. Donc il y a famille, amis, il y a une quarantaine de personnes. Allez!
Hervé? Je pas du tout. Franck découvre son cadeau. À l'intérieur du bateau, salle de danse, platine et capitaine rien que pour eux. Ses amis se sont occupés de la nourriture et des boissons pour arroser l'anniversaire. Il y a à manger pour 10 000 personnes. Si vous finissez pas, on est obligé de... Personne ne rentre. Franchement, c'est une super surprise, je suis très heureux. J'ai une femme qui assure, elle est au top. Voilà. Paris by night, sur une péniche comme ça, avec le beau temps, c'est magnifique. Au fil de l'eau, la Seine dévoile ses joyaux. La Tour Eiffel, le musée d'Orsay ou encore Notre-Dame. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. C'est pour Franck et Pipi. T'as vu, c'est beau, hein? C'est magnifique. On se rend pas compte en fait quand on passe sur les routes comme ça. Sur le bateau, l'ambiance monte très vite d'un cran. Franck et ses amis sont survoltés. S'offrir une boîte de nuit flottante sur la Seine, c'est la nouvelle tendance des soirées parisiennes. Franck n'est pas au bout de ses surprises. Ce soir, le fleuve va lui offrir un événement exceptionnel. Le plus grand feu d'artifice d'Europe. Ce spectacle magique va durer 2 heures. Cette soirée restera pour Solène et Franck une parenthèse enchantée. Mais d'autres entretiennent une relation fusionnelle avec ce fleuve, au point d'en avoir fait un mode de vie. La Seine est devenue leur quotidien. Un calme olympien, des péniches amarrées et des familles qui profitent de l'été. Ce havre de paix a tout d'une carte postale de province. Pourtant, nous sommes dans le 16e arrondissement de Paris, sur la Seine. Ce bras méconnu du fleuve se situe entre le bois de Boulogne et Suresnes. Dans ce petit coin de nature insoupçonnée, une trentaine de familles vit au fil de l'eau. À la belle saison sur leur péniche, les Malval sont des inconditionnels du petit déjeuner en terrasse. D'ici, impossible de rater les amateurs de ski nautique. Il est beau celui-là. Putain, il a la cool. Hein. Alors lui, il est pro là. Lui, il est c'est un bon, super là. pro. Il va vite, hein? Ah, il est fort. Ça, c'est le côté sympa. Les concierges regardent tout ce qui se passe. Ah ouais. Anne-Pierre, Axel et leurs 2 filles ont aménagé ici il y a à peine 1 an. Ce matin, 2 copines de leur fille se sont jointes à la famille et goûtent aux joies de la vie sur une péniche. Vous avez dormi comment alors? Bah bien. Ouais. Allez, on part. En 10 minutes. Pour Manon, 12 ans, c'est une première. Je pensais que ça bougeait plus et je me disais que c'était peut-être pas très, je sais pas, j'avais pas trop confiance et puis en fait, si, j'aime bien. C'est ce que j'avais pas vu. Bon, tu seras réinvitée maintenant. C'est bien. Ce bonheur sur l'eau, Anne-Pierre en rêvait depuis longtemps. C'est ça qu'on voulait trouver. Le fait d'être dehors comme si on était à la campagne, d'avoir les petits oiseaux, les canards. Je suis ravie d'avoir opté pour la péniche. Une maison qui bouge. Qui ondule. Elle ondule. Pour s'offrir cette maison qui ondule, le couple a vendu celle qu'il possédait sur la terre ferme en région parisienne. Bon, là, je te les découpe en petits morceaux. Depuis qu'ils se sont installés, leurs amis défilent. Oh, tu n'as pas changé. Salut. Tu es trop mignon. Ce jour-là, c'est au tour de leur amie Patrice de découvrir leur maison flottante de 180 mètres carrés. Et ça commence par cette immense pièce à vivre. C'est pas dingue? Qu'est-ce qu'elle est belle! Quel espace! Moi, c'est ça qui me fascine le plus. Moi, c'est les ouvertures sur la Seine. Parce que même nous, tous les matins, je veux dire, quand on se lève, on est encore sous le choc. Oh, les baies vitrées! Waouh! Le vrai luxe, c'est d'avoir de la vue de chez soi, parce que c'est
ça agrandit, ça... C'est magique de regarder tout, été comme hiver, nuit et jour, tout est beau. Aujourd'hui, tout est beau, mais au départ, ce n'était pas gagné. Pour s'offrir cette péniche, Axel et Anne-Pierre ont dû d'abord débourser 750 000 €. Alors c'est cher certes, hein, mais c'est vrai que par rapport à Paris, ici le prix du mètre carré, il est 2 fois moins cher, donc le choix il a été très vite fait. Mais le couple a dû remettre la main à la poche, car à l'époque, voilà à quoi elle ressemblait. Une péniche frécinée rouillée, construite 100 ans plus tôt, qui n'offrait que 100 mètres carrés de surface habitable. Pour tout rénover et gagner 80 mètres carrés supplémentaires, Anne-Pierre et Axel ont fait ajouter une superstructure sur l'ancien toit. Entre le coût des travaux et l'achat, réaliser leur rêve a coûté au final plus d'1 million d'euros. On s'est appliqué, hein. On a réfléchi, hein. Il y a eu du taf là. Vous êtes fiers quand vous montrez votre péniche? Ah oui. Je le veux, on le veut, bien sûr, je suis fière. T'as vu cet escalier? C'est génial. Ah ouais. Donc ça, c'était la timonerie. La timonerie, c'était la cabine de pilotage. Il y a encore 50 ans, le navire transportait des marchandises sur la Seine. Le pilote y disposait d'un logement d'à peine 15 mètres carrés. Et voilà ce que le couple en a fait. Donc là, tu vas voir la pièce, là, j'adore. Waouh, génial. La famille habitait ici. Toute la famille des mariniers était là. Là, la partie sanitaire, et là, la cuisine. Le tout avec le moteur Tukutum, Tukutum, Tukutum. C'était la rue de vie des mariniers. Et là, maintenant, c'est un salon télé, chambre d'amis, repère d'ados. Donc là, on a clairement optimisé l'espace. Et donc là, on arrive dans la partie, ce qu'on appelle inférieure du bateau. Ça va desservir des chambres. C'est ça. Nous sommes sous l'eau, là. En dessous de l'eau. Là, ouais, t'as la nouveau. coque. Et dans la partie bucolique, tu vois, du couloir, c'est charmant à chaque fois, quoi. C'est génial, on dirait une petite... Tu vois, on se balade dans la campagne. Pour ouvrir, il faut pas être pressé. Et ce n'est pas tout. À fond de cale, l'immense espace destiné aux marchandises a été transformé en 3 chambres et 2 salles de bain. Elles sont bien là-dedans. Là-dedans, c'est des petites chambres quand même qui sont 12-13 mètres carrés quand même. Hein. Non, au départ, on leur avait dit qu'elles auraient des chambres immenses parce qu'on avait une péniche. Et puis en fait, on a tout bouffé avec notre chambre. Donc là, c'est le dressing. Donc on y arrive. C'est romantique, hein, on a quand même Maïa à côté, voilà. Ça a créé une pièce qui est un peu atypique, qui est hyper charmante. Et les premiers bons souvenirs alors dans cette chambre? Comment vous dire? Il y a 2 écoles. Les premiers bons souvenirs, c'est les premiers orages, c'est les lumières dehors, c'est des choses comme ça. On en rêvait, on y est. C'est magnifique. Maintenant, ce que je me dis, c'est que j'aimerais bien y habiter, moi. Quand ce ne sont pas les amis qui débarquent, ce sont les clientes d'Anne-Pierre. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Bon, super. Je vous emmène voir. Cette cliente va découvrir une des pièces maîtresses de la péniche. Un espace secret transformé en immense atelier. Un lieu où Anne-Pierre Malval, artisan d'art, crée des luminaires design. Donc les 2 pièces. Le plus grand. Il est beau, hein? Super. Et puis le plus petit. Anne-Pierre a fait de cet endroit une vitrine qui épate toujours les visiteurs. C'est sûr qu'on est assez médusé par le lieu. En rentrant ici, en plus des nuages, il y avait effectivement l'atelier en tant que tel. Et puis c'est vrai que j'ai fait ma curieuse et très gentiment, Anne-Pierre m'a emmené visiter la péniche dans laquelle elle expose aussi ses objets. C'est un très très beau lieu. Au revoir. Merci. Le couple a toujours voulu concilier travail et vie de famille dans un même endroit. Et là, Anne, on est très centré. Ouais. En s'offrant cette péniche et en aménageant cet atelier, Anne-Pierre et Axel ont concrétisé un vieux projet. Ok, alors vas-y, on en prend une. Qu'est-ce que ça change au quotidien, Anne, d'avoir cet espace? Regardez, je peux lever les bras et être à l'aise dans l'atelier. Dans cet écrin paisible, l'artisan d'art peut laisser libre cours à ses envies.
On est forcément détendu, on est forcément bien, donc on crée mieux, c'est comme pour tout. Ce style de vie sur la Seine permet à Anne-Pierre et son mari de jongler à loisir entre visites professionnelles et amicales. Et viens voir un peu là, la vue qu'on a d'ici, si elle n'est pas exceptionnelle. T'es d'accord, Lison? Ouais. C'est top, hein. Ça, c'est The Terrasse. Et si on fait coucou, est-ce qu'il fait coucou? Non, il fait pas coucou. Bien qu'il avait coucou. Je lâche une main, non? Non, tu peux lâcher une main, je crois. Ouais, là, il lâche une main. Il est vrai bon, il lâche une main. Cette vie idyllique comporte tout de même une ombre tableau. Malgré un investissement d'1 million d'euros dans leur péniche, le couple n'est pas propriétaire de son emplacement. Sur la Seine, la règle est stricte. Amarrer une embarcation sur un quai coûte entre 700 et 1200 euros par mois. On est locataire de l'État, c'est quand même pas... Voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il y a la contrainte du chantier, d'aller tous les 10 ans au chantier. Alors c'est à la fois une contrainte et une assurance, on est sûr de jamais couler, mais il faut sortir l'argent tous les 10 ans pour réparer soit peu, soit beaucoup. Un prix à payer qui autorise une belle qualité de vie et parfois de bonnes surprises. Lison, un jour, un voisin a débarqué. Oui. Et il lui a dit hey, jeune fille, ça te dit de venir faire un petit tour de bouée et bah, Lison, voilà. Open. C'était drôle. Ah oui, c'est top. C'était bien? C'est super. Oui. On est bien, on criait. Il n'y a pas trop de poissons qui viennent. Il n'y a pas de poissons, on sent pas du tout les poissons. Et c'est super. Tu te sens de te baigner dans la Seine ou J'aimerais beaucoup, mais on n'a pas encore d'échelle. On va en prendre une, pourquoi pas? Oui, on va prendre une échelle. Se dire qu'on peut se baigner à Paris de sa maison, depuis sa maison, c'est un truc de dingue. Et en même temps, ça devrait être parfaitement naturel, qu'à partir du moment où il y a un fleuve et qu'il fait beau, de pouvoir se mettre dans l'eau. À l'image d'Axel et de sa famille, les Parisiens et les touristes sont de plus en plus nombreux à renouer avec la Seine et ses rives. Surfant sur cette tendance, certains y ont même investi des sommes colossales pour en faire des endroits ultra branchés. Si le fleuve de la capitale s'est réveillé, c'est entre les Invalides et le Grand Palais que ce renouveau est le plus flagrant, notamment sous le pont Alexandre III. Ici, de nouvelles attractions sont apparues, d'énormes bateaux capables d'accueillir des centaines de fêtards. L'une des dernières adresses à la mode, c'est le Flot, une immense barge dotée d'un rooftop, d'un restaurant et d'une grande terrasse sur le quai. Cette embarcation attire les clubbeurs du monde entier. Là, on vient du Venezuela tous. On est vraiment heureux. Dans cet antre du chic parisien règne une ambiance de boîte de nuit et le champagne se boit à toute heure de la journée. Merci. Ouais, il y a souvent des bouteilles de champagne en début de soirée, c'est cool. Avec le soleil, là, la vue qu'on a, c'est magnifique. Cet emplacement, il n'y a pas plus sympa, vous voyez. Le pont Alexandre III, la Tour Eiffel en face, je vois pas ce qu'il y aurait de plus sympa. La société qui a inventé ce nouveau concept de bateau festif paye chaque année au port de Paris 100 000 euros de bail pour exploiter ce quai de Seine. Alors sur cette terrasse dotée d'un restaurant et de plusieurs bars, ils doivent accueillir au moins 500 clients par soir pour faire marcher le business. Pour réussir ce défi, Clément est à la manœuvre. T'as besoin de quoi? De 2 et de 1? Ouais, de 2 et 2. Cet as de l'organisation motive chaque soir ses troupes. Bon, ce soir, jeudi soir, gros soir, comme d'habitude, donc on se prépare bien. Ce soir, on est 4 chefs de rang, 3 runners. Pierre-Loïc, toi, je souhaiterais que tu te mettes sur le redressage complet des consoles, une très très bonne mise en place. Est-ce que c'est bon pour tous? Est-ce que vous avez des questions sur le service? Non. Bonne concentration et bon service à tous. À 26 ans seulement, ce fils de restaurateur cumule plusieurs années de travail sur les quais de Seine. T'as un portefeuille? Tiens. La terrasse ne fonctionne que l'été pendant 4 mois. Clément a donc peu de temps pour réaliser un maximum de chiffre d'affaires. Vous vous préparez bien sur la mise en place cocktail, menthe, citron, pour pas avoir de difficultés pendant le service. Il est 19 h. Les clients affluent de partout sur le port des Invalides. Rapidement, les bars se transforment en usines à cocktails. Le mojito classique et le mojito fraise. Les barmen vont servir plus de 300 breuvages,
vendu 14 € pièce. C'est en vente. C'est qui fera 28 €. Dans cette ambiance de bar de plage, Clément a l'œil sur tout. Vérifie ton fond de caisse. Pour éviter de perdre des clients qui s'impatienteraient, Clément doit sans cesse trouver des solutions. Là, il vient juste d'ouvrir un second bar. Ici, la bouteille est commercialisée entre 25 et 35 €. Je ferai combien en bord dessus 5. Mais le plus gros enjeu de Clément se situe au niveau des tables. Messieurs, 4, installez-vous ici. Elles doivent être sans cesse occupées, et là encore, pas question que les clients attendent. Je travaille sur votre place. Vous êtes combien? 5, c'est ça, hein? 3, 5 et 5. J'arrive dans un instant, je vais voir la disponibilité. Pour installer les gens et multiplier les commandes, Clément optimise chaque centimètre carré et il se montre redoutable, quitte à tasser les clients. Est-ce que je peux vous installer juste sur cette table-là, s'il vous plaît, afin de libérer l'espace ici? Messieurs, dames, 3 personnes, vous me suivez? On va vous rajouter une 3e chaise, madame. Là, il faut avoir été champion de Tetris quand on était petit pour pouvoir placer les clients et leur expliquer qu'il faut placer le monde, laisser un petit peu de place aux gens afin que ce soit assez convivial. Voilà. Malgré les efforts, à l'entrée, c'est l'embouteillage. 5, il y aura à peu près une 30aine de minutes d'attente. 30 minutes d'attente, c'est beaucoup trop. Pour accélérer le mouvement et faire de la place, Clément va employer une méthode plus radicale, déplacer les clients qui ne consomment plus. En fait, tu leur demandes s'ils vont renouveler leur boisson. Si c'est pas le cas, tu leur dis qu'il faudra qu'ils aillent en transat. Et par exemple, ces dames qui sont ici, si dans un quart d'heure, 20 minutes, elles ne sont pas reconsommées, je leur demanderai d'aller dans la partie transat, où normalement elles doivent être si elles ont commandé au bar. Juste pour laisser place en fait à la queue et avoir une fluidité du service. Bonsoir. Et le burger à point? Que voici. Pour ceux qui dînent sur la terrasse, c'est plutôt burger frites. Mais à l'intérieur du bateau, les patrons ont fait un autre pari. Sur la Seine, c'est bien connu, la réputation des restaurants laisse à désirer. Mais ici, midi et soir, les clients peuvent déguster une cuisine soignée. À tes 20 ans. Pour s'offrir un dîner à deux, il faut compter entre 120 et 150 €. En fait, les responsables du Flot veulent faire de cette nouvelle adresse un haut lieu de la gastronomie parisienne. À suivre un cabillaud, 2 pintades et 3 riz de veau. L'homme qui est chargé de répondre à cette ambition, c'est Gérard Cagnat. Ce chef doublement étoilé est une star de la cuisine française et un personnage haut en couleur. Pas frit, grillé, hein. Quand des protéines sont trop colorées, elles perdent leur goût, contrairement à ce qu'on pense. Elles prennent un goût un peu cramé, tu comprends? Et on veut le goût de la viande quand même. Hein. Gérard Cagnat est rémunéré comme consultant. Ses conseils, il les prodigue au chef Geoffroy Rambert, un ancien de la Tour d'Argent. Même si la cuisine est exiguë, Gérard Cagnat affiche la même exigence que dans les grands restaurants. Je voudrais qu'on travaille la crêpe de homard parce que je voudrais qu'on revoie complètement le risotto. D'accord. Il faut le mettre par terre, le recommencer. On va se mettre un petit peu en déséquilibre pour avoir un peu peur, c'est bien. Hein? Oui, le riz de veau marche fort. Le riz de veau, il ne bougera pas. L'autre ne bougera pas. On a un agneau super, il ne bougera pas. Mais on a besoin de faire sortir des plats un peu comme des joueurs de football. On les met sur le banc. Pas mal ça. Pas mal, tiens. On les met sur le banc de touche, on fait rentrer des remplaçants qui sont là pour devenir titulaires. Pas mal non plus ça. Donc les plats remplaçants vont devenir titulaires. Pas mal, non? À 70 ans, ce chef infatigable veut faire de cette table la meilleure de la Seine. Alors il n'hésite pas à mettre la main à la pâte. Par exemple, avec ce plat du terroir, une terrine made in Cagnat. Il y en a beaucoup qui font des terrines, vous pensez sur la Seine? Sur la Seine, sur la Seine, I am the only Gérard Cagnat. C'est pour ça qu'il me garde. C'est pour ça qu'il y a longtemps qu'il m'aurait mis à l'eau, hein, qu'il m'aurait jeté par-dessus bord. C'est pour ça que je vous dis que je suis un voyageur clandestin. Un jour, vous allez voir un mec qui va flotter sur la Seine, c'est Gérard Cagnat. La terrine version Cagnat, c'est une déclaration d'amour à la gastronomie. Une farce de porc fermier, salé, poivré, légèrement alcoolisé avec Porto et cognac. Mon fameux boudin de foie gras, il va cuire doucement à l'intérieur. Bon, c'est facile, hein? Tous les gars vont regarder après, ils vont tous faire des terrines. Et vous voyez, et je caresse, je frôle, j'écrase pas.
c'est une terrine de luxe, ça, avec du... Bah bien sûr que c'est une terrine de luxe, on est dans un restaurant de luxe ici. Ma petite dame, hein? Le chef étoilé n'a plus rien à prouver, mais ici il retrouve une seconde jeunesse. Relever le défi du haut de gamme sur la scène le motive particulièrement. Actuellement, toutes les villes se réapproprient les ports. Regardez à Londres ce qui s'est fait, regardez à New York ce qui se fait, regardez à Nantes ce qui se fait. Partout, on va s'installer maintenant. On a besoin de la rivière. La rivière va devenir un acteur important du développement économique ludique. C'est-à-dire pour les soirées festives, etc. Disons que le fleuve est à la mode. Voilà. Pendant ce temps-là, sur le rooftop du bateau, la température est montée d'un cran. Laurent, le patron du lieu, s'est mêlé aux clients. Pour les séduire, il a invité ce soir des DJ renommés. Le problème, c'est qu'ils font trop grimper les décibels. La musique est forte un peu. Ouais, mais on va avoir des problèmes avec les voisins. Ouais, trois. En fait, t'as les péniches en face qui sont... Ouais, parce qu'on comprend. C'est là où ils habitent et ils sont assez virulents. Ouais. Donc on va faire baisser la musique. Sur la scène, la réglementation est claire. Les établissements festifs ne doivent pas dépasser les 89 décibels. Laurent demande à son DJ de baisser le son. Il redoute une plainte pour tapage nocturne et une forte sanction. Ça sert à rien de se faire remarquer pour d'énerver les gens pour quelques décibels en plus. Autrement, c'est à l'amende après? Après, ça peut être l'amende, après, ça peut être la fermeture administrative, après, ça peut être plein de choses. Ouais. Mais une demi-heure plus tard, une embarcation de la police fluviale s'approche du bateau. Elle est chargée de faire respecter la loi, alors Laurent est inquiet. Oh, je pense qu'ils regardent un peu si les gens sont pas trop près du bord. Parfois, ça arrive que certains se jettent à l'eau volontairement. Donc je pense qu'ils sont dans une situation de prévention. Ça a l'air d'aller. Au cœur de l'été, les décibels proviennent aussi du quai, situé face au bateau. Ce soir, la voie publique s'est carrément transformée en dance floor sauvage. Ce DJ en herbe a amené ses platines, c'est pourtant interdit. Une platine pour mixer un petit peu là, sur la scène, pour mettre un peu d'ambiance. Essayer de faire danser un maximum de gens. Regardez, ils dansent, ils sont contents. C'est un petit air de vacances ici, il y a la scène, il y a une ambiance guinguette, c'est très bon enfant. Cette ambiance bon enfant et ce bruit permanent est devenu un cauchemar pour certains. Car sur cette partie de la Seine, 3 énormes établissements de nuit font grimper les décibels tous les étés et ils empoisonnent la vie des habitants d'en face du port des Champs-Élysées. Sur ces péniches vivent des centaines de personnes qui se sont regroupées en associations. Parmi elles, Quentin, Jean-Marie et Dominique. Qui peuvent faire du business sans nuisance. Exactement. Puisqu'il y a des exemples. Il y a le Voilà. Concorde, Le Rosa Bonheur. Maintenant le Rosa Bonheur. Et ces gens-là, leurs établissements sont pleins. On a vraiment essayé. Jean-Marie, avocat et président de cette association, a tout tenté pour faire respecter la réglementation sur le bruit. Dialogue avec les boîtes, appel à la police, plainte à la mairie, mais sans succès. Depuis peu, il a entamé une procédure contre cet établissement et a commandé une étude sur les nuisances sonores. Ici, on a un premier document qui est le rapport d'expertise de l'ingénieur acousticien qui dit que le bruit que génère cet établissement dépasse de 20 à 26 la norme qui est de 3. Donc on est... Entre 5 et 10 fois au-dessus. Voilà, 5 et 10 fois au-dessus. Et je demande donc au tribunal que le FO soit condamné à modifier les systèmes de sonorisation. Vont-ils obtenir gain de cause ? En tout cas, entre les plaisanciers et les habitants des péniches, comme Quentin, les nuisances sonores sont au cœur des discussions. C'est très sympa de vivre sur un bateau. Du moment qu'on peut dormir, tout va bien. Ah, vous n'allez pas vous plaindre avec des nuisances quand même, les gens qui habitent sur les bateaux, hein. Vous avez une telle chance. Je peux vous dire que 6 jours sur 7 où vous ne dormez pas, il y a un moment ça devient pesant. C'est que les gens, la première chose qu'ils peuvent constater, c'est qu'on a une vue exceptionnelle et ça, on ne peut pas le renier. Maintenant, les nuisances, il faut que ce soit vécu au quotidien pour que ça tape sur le système. Quand vous dites 6 jours sur 7, c'est 6 jours sur 7
c'est 6 jours sur 7. Effectivement, 6 jours sur 7, c'est intenable. Ces plaisanciers ont compris le combat de Quentin, même s'ils s'en amusent. On voulait y aller ce soir faire la fête, on n'ira pas. Ah, c'est gentil. Salut. Au revoir. Il est minuit, le volume sonore des établissements commence à monter. Quentin et ses voisins tiennent à nous montrer ce qu'ils subissent chaque soir de l'été. Vous les entendez là, messieurs, là? Il y a de la musique en extérieur sur la terrasse, là. Un peu. Ben, quand il est 4 h du matin et que vous entendez ce bruit-là, vous dormez pas. Vous entendez bien les basses, là. Boum, boum. Ça résonne sur la coque et c'est insupportable. Les 3 hommes sont surtout remontés contre cette boîte qu'ils ont assignée en justice. Normalement, la musique amplifiée à l'extérieur est interdite par décret. L'établissement a été obligé d'installer un compteur de décibels sur sa terrasse. La réglementation fixe à 89 décibels le seuil à ne pas dépasser à l'intérieur. Et ce soir-là, il est largement au-dessus. Et le pire, c'est que c'est en extérieur. 90, c'est la limite à l'intérieur des boîtes de nuit. À l'intérieur. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Les gens du faux sont là et ça n'émeut personne. Jusqu'à 2 h du matin, ça va monter crescendo. Et ils font ça en toute conscience apparemment, parce que ça ne les dérange pas, ils font du business, ils sont contents. Mais pour les gens qui résident en face, c'est un gros souci pour dormir. Ce soir-là, averti de notre présence par les vigiles, le directeur des soirées tente de se justifier. Manifestement, les riverains ne sont pas sa préoccupation première. Arrêtez avec les 90 dB. Je sais très bien où vous voulez nous mener là. Nous dire que nous on ne respecte pas la loi, qu'on n'est pas des gentils garçons. Mais en contrepartie, il n'y a pas de problème, les gens s'amusent. Ils sont là pour faire la fête, les gens. Le nombre de décibels affichés ce soir-là serait exceptionnel. Pour nous prouver qu'il ne prend pas le problème des nuisances à la légère, ce directeur va même nous montrer un appareil surprenant. Venez, on y va, vous pouvez filmer. J'ai le responsable de la terrasse, il a un bouton. Quand le DJ peut monter le son, on le baisse nous-mêmes quand on l'entend. Il est là, voilà. C'est avec ce modulateur sonore dissimulé dans le bar que l'équipe parviendrait à respecter la loi. Difficile à croire, car ce qui fait venir les fêtards ici, c'est surtout la musique. Si les gens ils viennent s'amuser sur une terrasse, s'ils viennent en discothèque, c'est pour écouter du son. Après, je suis conscient des problèmes qu'il y a. Pour les riverains, c'est pas facile. En attendant que la justice tranche, ces riverains vont devoir vivre d'autres nuits agitées. Si le bruit est un problème difficile à supporter, d'autres habitants de Péniche subissent des situations encore plus graves. Nous sommes au cœur de Paris, dans le 5e arrondissement. Comme décor, la cathédrale Notre-Dame. Forcément, ces quais de Seine sont les plus prisés de la capitale. À l'heure de l'apéritif, les touristes et passants affluent et ils ne sont qu'à quelques mètres de la péniche de Pierre. T'as bien ramassé tes tomates, toi ? Pierre, 33 ans, habite ici depuis sa naissance. Depuis que ses parents sont partis à la retraite, il a hérité de cette péniche et y vit avec sa compagne. C'est quand notre prochaine navigation là ? Le couple adore vivre au fil de l'eau et a toujours des projets de navigation. Bois-le-Roi. Ah, c'est beau, Bois-le-Roi. Ce serait pas mal qu'on s'arrête à Vernon. Ah oui, ce serait bien de dormir à Vernon. Et on pourrait s'arrêter à Connelle aussi. À l'arrivée des beaux jours, dès qu'ils le peuvent, Pierre et sa compagne prennent la poudre d'escampette, car ils ont un petit problème. Sur ces quais, la proximité constante des fêtards entraîne des dérives. La nuit est de plus en plus difficile à gérer. L'alcool rend parfois les nuits à 2 h, 3 h, 4 h du mat, parfois un peu dangereuses, quoi. Pierre en sait quelque chose. L'été, pas une semaine sans que lui et ses voisins ne subissent l'intrusion de personnes ivres sur leur péniche. Et c'est assez dingue, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui quand même, quand ils sont ivres, font des trucs de fou, quoi. Ils sont capables de sauter du quai sur un bateau par défi, hein. Pour dissuader les fêtards, Pierre a fait installer une caméra sur son embarcation et voilà ce qu'elle a enregistré.
Là, c'est des gens qui montent sur le bateau. Nous, on dort juste en dessous. Pas de problème. Ça, je crois que c'est ça, c'est la meilleure. Oh là là, oui. Là, Attention, je vais j'y monter. Et là, boum, il saute 2,40 m. C'est un beau saut. Pas mal. Après, il saute là, sur le bateau. L'autre, il est un peu moins bon, il se vaute. Je pense qu'il s'est fait, Il fait assez mal, mais il saute quand même. Ouais, et là, il a failli passer à l'eau, là. Là, on le voit en train de se viander. Le couple en rigole, mais ces intrusions à répétition font de leur nuit un enfer. Ça fait un vacarme épouvantable quand on est à l'intérieur. On a l'impression que quelqu'un vient de taper avec un marteau sur une tôle en fer. On se réveille en sursaut, c'est un peu angoissant et on a le cœur qui bat la chamade. Moi, ça me met en colère, Oui, mais ça te sert met en à colère rien d'être en colère. Il faut être calme, mais d'un autre côté, quand il est 5 h du mat et qu'on travaille, c'est pas possible. Et en sautant sur le toit de leur péniche, les intrus occasionnent de sérieux dégâts. Il se balade sur le bateau, quoi. Il a failli casser le mât. Ils endommagent les écoutilles vitrées. Voilà, c'est la fête. Et il y a pire. L'an dernier, en pleine nuit, le jeune homme a été violemment agressé par un trio de rugbymen. Mais c'est une autre attaque encore plus grave qui l'a profondément marqué. Ça, c'est le mec qui m'a fait super peur. Il s'est caché à l'avant du bateau quand je suis sorti pour l'évacuer. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Et il m'a juste dit une seule chose, il m'a sauté dessus en criant Allah Akbar, Allah Akbar. Je vois sa tête et je me dis, putain, c'est un fou. Et il m'a fait super peur. Bon, il avait pas d'arme déjà, c'est pas mal. Ouais. Mais ça fait un choc. Parce que là, on se dit, ça peut tourner au drame, quoi. C'est-à-dire, il peut se passer... il peut se passer n'importe quoi. Ça peut faire basculer une vie, en fait. Pour se protéger, Pierre et sa copine ont décidé de prendre le taureau par les cornes en sécurisant leur bateau. On a fait quelques installations pour dissuader les intrusions. En fait, il ne faut pas que ça ait l'air facile. Ça, c'est vraiment la porte pour plus de sérénité sur le bateau. Le pont-levis, avec télécommande genre porte de garage, vérin hydraulique. On l'ouvre et on le descend à distance. Pont-levis, installation d'une barrière, écarteur conçu sur mesure pour s'éloigner du quai. Pour retrouver un semblant de paix, le couple a investi près de 20 000 €. Ça fait un peu Fornox, c'est-à-dire que maintenant c'est un peu difficile d'accès. Mais ça nous apporte quand même une bien meilleure tranquillité en termes d'intrusion, quoi. Malgré ces nuisances, Pierre n'a pas l'intention d'abandonner ce mode de vie. Pour lui, la cohabitation est encore possible. Si on veut vivre tous ensemble, il ne faut pas que ça reste un endroit, un no man's land. Il faut qu'on considère que c'est un espace de fête, avec beaucoup de monde, mais il ne peut pas être sans encadrement. Il faut fournir les moyens pour que ça se passe bien avec tout le monde. Mais ce n'est pas gagné. Ce soir-là, quelques heures plus tard, nous allons en avoir la preuve. Sur les quais, l'alcool aidant, les esprits s'échauffent. Il est 1 h du matin. Devant la péniche de Pierre, nous remarquons ces deux jeunes éméchés. Ils tirent sur les amarres du bateau. Un autre groupe s'approche et évalue la possibilité de sauter à bord. L'écarteur va jouer son rôle et il renonce. Mais il décide de se rabattre sur l'embarcation voisine, bien plus proche du quai. Inconscients, les deux intrus piétinent sans vergogne les écoutilles en plexiglas, au risque de les briser. En apercevant notre caméra, le ton va rapidement monter. On n'a rien fait de mal, pourquoi tu nous filmes? Vous avez rien fait de mal? Vous montez sur la propriété privée en fait Mais pourquoi tu nous filmes? Tu nous cherches des embrouilles là comme ça. Ta caméra, on va la péter, je te jure. J'ai un droit à l'image. Vous voulez faire du droit pur? Nous, on a tous une licence de droit ici. On veut pas être filmé, c'est tout. Les deux jeunes sont étudiants en droit, mais ils ont apparemment une notion de la loi à plusieurs vitesses. Mais c'est pas ton problème, genre... Mon droit à l'image. La péniche est privée, c'est d'accord ou pas? Et vous êtes en infraction, vous êtes d'accord ou pas? Quand vous êtes dessus. Mais infraction ou pas, le droit à l'image, c'est le droit à l'image. Ils sont beaucoup plus soucieux de leurs droits que de celui des riverains. Est-ce que le mec s'est levé? Qu'est-ce qui vous passe par la tête pour faire ça? J'ai même pas de raison, je sais pas, je sais même pas en fait, genre... Mais cassez-vous vite, loin, genre je suis pas là ou là-bas. Heureusement, ce soir-là, ces fêtards n'auront pas eu le temps de commettre des dégâts. Une bonne nouvelle.
Car chaque année, pour ses habitants des péniches, la facture est salée. L'an dernier, pour ces 7 embarcations, elle s'est élevée à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Pour lutter contre l'insécurité et les mauvais comportements, il existe sur la Seine une police spéciale, la brigade fluviale. T'as pas une blague à nous raconter? La FLUV, comme on l'appelle, a installé sa base au centre de Paris. Cette unité de la préfecture de police est composée d'une centaine d'agents, tous formés à la plongée. Leur mission, faire respecter la loi sur le fleuve, mais surtout sauver des vies. Dans la Seine, la baignade est interdite, mais l'été, certains jeunes se jettent à l'eau, par défi, et prennent d'énormes risques. Ces derniers mois, plusieurs accidents se sont déroulés, et chaque année, quelques personnes meurent par noyade. Ce jour-là, les hommes de la fluviale partent s'entraîner dans ces eaux dangereuses. La Seine, elle est vraiment sa vie et tous les jours c'est différent. Et donc les conditions de visibilité, les conditions de courant, ça nous permet en fait d'éliminer certains facteurs qui peuvent nous stresser quand on va partir sur une intervention de plongée, de recherche de personnes par exemple. Et bien on sait que ces facteurs-là, c'est bon, on les maîtrise parce qu'on les a testés aujourd'hui. C'est pour ça qu'on nous appelle les plongeurs, parce qu'on a des gants de vaisselle. Si ces policiers s'équipent autant au niveau des mains, ce n'est pas seulement à cause des températures froides du fleuve. Au fond de l'eau, ils trouvent de drôles de choses. Cet après-midi-là, au bout de quelques minutes d'immersion, les hommes de la fluviale découvrent toutes sortes d'épaves. Barrières de sécurité, caddies de supermarché, cuvettes de toilettes, vélos ou encore téléphones. Et il y en a de toutes les époques. Mais voilà le genre de choses qu'on peut trouver dans la Seine. On n'a pas trouvé la personne qui était au bout du fil. Voilà, ça date. En fait, la Seine n'est jamais nettoyée. Ces policiers sont juste chargés de récupérer les objets les plus encombrants. Alors au fond de l'eau, les déchets s'accumulent. Quelques heures plus tard, Olivier et son équipe partent en patrouille. Oui, juste pour vous informer, on a fait un passage là devant Paris-Plage, et donc on vous annonce un secteur calme. Il y a un peu de monde, mais ça reste bon enfant, festif. Voilà, donc on continue notre ronde. En ce soir d'été, il fait très chaud. Les policiers redoutent que de jeunes éméchés ne piquent une tête dans la Seine. On a un pic l'été justement, parce que c'est festif et les gens ont envie de se rafraîchir. Voilà, sans penser forcément aux dangers qu'on peut avoir sur la Seine. Les soirs de fête, plus la luminosité diminue, plus les risques sont importants. La nuit est tombée, alors les policiers sont sur leur garde. L'alcool consommé de façon excessive peut facilement provoquer une chute accidentelle. On sent bien que là, ils sont plus comme tout à l'heure. Ils ont certainement pris quelques verres et là, ça commence à être un petit peu plus festif. Voilà. Là, en l'occurrence, là-bas, ça crie. La soirée se passe bien pour eux. Depuis leur bateau, Olivier et son équipe traquent les comportements dangereux. Je vais remonter un petit peu, s'il vous plaît. Merci, bonne soirée. Je pense qu'elle a besoin d'un petit coup de main. Encore un petit peu. Le problème, c'est qu'en fait, ça a commencé juste un peu les orteils, on les fait tremper dans l'eau, et puis après, on met les genoux, et puis après, on se met jusqu'à la taille, et puis après, on fait 2-3 brasses, et voilà, et puis après, c'est l'accident. Donc voilà, nous, on évite clairement dès le début, on fait même pas tremper les orteils. Pas le temps de s'attarder. Les hommes de la fluviale sont appelés sur une urgence rarissime. Vous a signalé des passagers turbulents sur le bateau manifeste. Ils étaient aux Invalides il y a 2 minutes. Ils doivent intervenir sur un bateau-mouche rempli de touristes. Voilà, là c'est bon, vas-y. Libérez Öcalan! Libérez Öcalan! Des manifestants ont pris en otage cette croisière. Ils réclament la libération du leader kurde, emprisonné depuis 17 ans en Turquie.
Les gens qui sont importants, les politiques et tout ça, ils sont pas sur les quais en train de... Vous savez très bien, c'est que des jeunes. Le comportement des manifestants affole les passagers, comme cette touriste argentine. Vous êtes la police? Vous ne pouvez pas nous laisser sortir? Vous n'êtes pas là pour notre sécurité? Si, bien sûr. Ok, eh bien nous devons sortir d'ici. Il n'y a aucun problème sur le bateau. Comment vous le savez? Avez-vous bien vérifié? Nous avons contrôlé toutes les personnes, ne vous inquiétez pas. Et ce sont des gens bien? Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de bombe ou quoi que ce soit? Nous sommes en sécurité? S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. Je ne vous fais pas confiance, on veut sortir là, tout de suite. Rapidement, la peur gagne d'autres personnes. Est-ce que vous voulez descendre du bateau? Oui, on veut tous descendre de ce bateau. Bon, d'habitude, on fait pas arrêter le bateau, mais là, ils sont vraiment tellement paniqués, les gens, qu'on préfère, les faire débarquer et qu'ils finissent leur soirée tranquillement, plutôt que ça sème la panique et qu'ils transmettent la panique à tout le monde sur le bateau. Vous pouvez discuter avec moi, venez. Il y a des gens qui veulent profiter de leur croisière, ils ont payé, vous comprenez, pour la croisière, et là vous êtes en train de tout gâcher. Madame, c'est monsieur, excusez-nous pour vous déranger. Excusez-nous. Voilà, vous avez fait vos excuses, c'est bien. Allez-y, débarquez. Désolé. Parce que... Désolé. Pardon. C'est pas la croisière s'amuse. Non, c'est la croisière manifeste. Ce soir, la croisière s'arrête. Pour cette fois, les manifestants kurdes repartent sans être inquiétés. Quant à la vingtaine de touristes effrayés, ils quittent le navire. Plus de peur que de mal pour tout ce petit monde. Pendant que la fluviale s'attelle à sécuriser la Seine, d'autres unités luttent contre les délinquants qui gravitent autour du fleuve. Pour ces policiers, c'est sur la terre ferme que tout se joue. Chaque année, 8 millions de personnes fréquentent la Seine et ses berges, un chiffre en constante augmentation et une manne considérable pour tous ceux qui tentent d'en tirer profit. Vendeurs de souvenirs, transporteurs sans autorisation, ils sont des centaines à quadriller les quais. Depuis quelques années, un nouveau type de commerce s'est développé l'été, la vente clandestine d'alcool. Bière, rosé ou mauvais champagne, de vrais débits de boissons ambulants. Bonjour, combien vous les vendez les bouteilles de bière? 4 €. 4 €? Vous avez des bouteilles de rosé aussi? Rosé les vins? Ouais. Ouais. Tu vends combien la bouteille? 10 €. 10 €? En fait, ce vendeur clandestin achète la bouteille de rosé autour de 3 € en supermarché et la revend 3 fois son prix. Et auprès des touristes, ça marche. Est-ce que je peux avoir 4 bières pour 10 €? D'où venez-vous? Roumanie. Vous pensez que c'est un bon prix? C'est un bon prix. Le bar à côté, c'est 5 € la bière. Ici, j'en ai 4 pour 10 €. C'est un bon prix. La plupart de ces personnes sont originaires d'Inde ou du Bangladesh et agissent en réseau. Ils vivent en banlieue parisienne et arrivent en groupe dès le matin pour travailler jusqu'à la tombée de la nuit. C'est un bon boulot? Oui, c'est un bon boulot. Il y a beaucoup d'argent à se faire. Combien vous gagnez par jour? 100 ou 120 €. Pour combattre ce commerce illégal, une brigade de surveillance a été créée il y a 2 ans. Thibaut, Michael et Nicolas travaillent dans cette nouvelle unité. Leur objectif ce jour-là, empêcher les ventes sauvages de boissons entre la Tour Eiffel et le Trocadéro, à 2 pas de la Seine. Il y en a, il y en a, il y en a. Leur technique, les prendre par surprise. Ramasse juste. C'est bon, on a le matos, on a les... Voilà. Il n'a pas compris ce qu'il arrive au début. Ils sont là tous les jours, dans tout le secteur. Quai Branly, Tour Eiffel, Champ de Mars. Ils sont vraiment là tous les jours. Mais on est là aussi tous les jours. Les interpeller en flagrant délit est difficile. Alors pour limiter ces ventes, les policiers vont traquer les marchandises. Ils ciblent les cachettes utilisées pour dissimuler l'alcool. Le vendeur d'alcool cache pas mal dans les grosses plaques d'égout comme ça pour essentiellement se réapprovisionner très vite et aussi pour éviter que si on les attrape de perdre toute leur cargaison. Fouiller chaque recoin ou cavité est une tâche fastidieuse, mais qui ce matin va porter ses fruits.
1 centième de ce qu'il y a dans tout le secteur. Il les dissimule dans les buissons, les plaques d'égout. Dans certains endroits à l'autre côté, carrément dans les poubelles. Dans les poubelles avec les déchets. Ce serait beaucoup mieux de pouvoir avoir la personne avec nous. Mais bon. C'est le jeu du chat et la souris, comme on dit. Hein. La prise est mince, mais les 3 policiers vont avoir beaucoup plus de chance sur le Champ de Mars, où ils sont appelés par des collègues. Ils ont pris en flagrant délit ce vendeur d'alcool qui se préparait à cacher son stock. Et puis bon, on l'a vu dans le buisson en face. Ok. En train de cacher de l'alcool. Alors ce genre de bouteille, elle coûte généralement en dessous de 3 €, 2 €, ils les achètent et ils les revendent plus cher. C'est le genre de vin où on en boit un verre et on a un mal de tête le lendemain. Pour proposer des bouteilles fraîches toute la journée, les vendeurs ont développé un système bien rodé. Ils s'approvisionnent en énormes sacs de glace. Les policiers vont les rendre inutilisables. Quant à la marchandise, elle sera détruite. Mais pour intercepter les vendeurs à la source, la brigade de surveillance décide de les pister jusqu'au supermarché. En fait, ils se ravitaillent à quelques centaines de mètres seulement de la Seine. Sur la sortie du Super U. D'ailleurs, un indice ne trompe pas. Cette poubelle, elle déborde de cartons vides abandonnés par les vendeurs. La surveillance sera de courte durée. Les acheteurs ont repéré les policiers et ont tout simplement disparu. En caméra cachée, nous décidons de nous rendre dans le supermarché. Rapidement, nous tombons sur ces clients suspects. Ils repartent avec des sacs chargés de bouteilles de bière et de vin et se dirigent vers une plaque d'égout où ils vont mettre à l'abri leurs marchandises. Cette planque leur servira à se ravitailler toute la journée. Si ces ventes portent préjudice aux commerces officiels, elles encouragent aussi une consommation excessive d'alcool. On a des mecs qui ont ajouté un sac. Okay. Ils sont où? Quelques heures plus tard, Thibaut et ses collègues sont appelés en urgence au pied de la Tour Eiffel. Oh, bonjour. Donc voilà, on a ces 2 individus-là, on a refusé l'accès au module. D'accord. Donc il y en a un qui est rentré, puis ils ont essayé de faire passer le sac. Ces 2 touristes ont tenté de pénétrer dans l'enceinte du monument avec de l'alcool. Face au refus des agents de sécurité, ils deviennent agressifs. Okay. Identity card. Alcoolisé, l'un des individus refuse de se soumettre au contrôle. La patrouille va tenter de l'évacuer, mais la situation dégénère. Lâche! Tourne-toi! Tourne-toi, je te dis! Ah, ok. Les 2 hommes vont finir leur journée au commissariat. C'est souvent comme ça, souvent les problèmes d'alcool. Et les problèmes d'alcool, c'est souvent le gros fléau de ce secteur. Ils voulaient rentrer sur le site, sauf qu'ils n'avaient pas le droit, ils avaient de l'alcool chaud. Puis bon, dès qu'ils nous ont vu arriver, en gros, c'est parti en outrage rébellion. Bilan positif pour la brigade. La surveillance des voies sur berge se poursuivra tout l'été. Pendant que certains jouent au chat et à la souris sur les quais de Seine, d'autres s'adonnent à un drôle de sport et vivent sur le fleuve une aventure insoupçonnée. Elle se déroule loin du centre de Paris et de la foule des touristes. Pour la découvrir, il faut se lever tôt. Il est 7 h du matin. Sur les rives de la Seine de l'Ouest parisien, Mitch et ses amis se préparent à une étonnante expédition. Il y a du matériel là. Tu joues à quoi là? Tu t'amuses? Là, tu veux qu'on se foute sur la gueule. C'est tout ce qu'il y a. Comment tu veux qu'on pêche aujourd'hui? Mitch est un roi de la pêche. Son sport favori, remonter les plus gros spécimens du fleuve parisien. Voilà, avec quoi on pêche? Je garantis une prise à 100%. Grâce à ces poissons vivants qu'il a pêchés et va utiliser comme appât, il va s'attaquer au monstre de la Seine. Le silure. C'est le plus gros poisson d'eau douce d'Europe. Il mesure jusqu'à 2,70 m et peut peser plus de 100 kg. Il se cache au fond des fleuves, alors le remonter est toujours un combat. Pour le gagner, Mitch et son équipe aguerrie ont tout prévu.
T'as le moteur à essence, là, le thermique qui va nous propulser, qui va nous emmener sur les endroits pour aller très vite. Et là, le moteur électrique, on va guider à l'aide de la télécommande. Donc ce moteur électrique-là, il va nous permettre de nous déplacer silencieusement sur les endroits où on pêche pour éviter que le poisson nous entende. Donc ça, c'est pareil, outil indispensable pour la pêche de silure, pour être très discret. Parce que le thermique, on ne l'utilise absolument pas quand on est en accent de pêche. Faut surtout pas, sinon les poissons, ils partent. Ce stratège de la pêche n'est pas peu fier de son embarcation. Il y a investi 30 000 € et vous n'avez encore rien vu. Là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Impeccable. C'est parti. Mitch et son ami ne le savent pas encore, mais ils vont vivre une sacrée émotion que seul le silure peut leur offrir. On ne trouvera pas plus gros en eau douce, c'est celui qui va nous procurer plus de sensations, qui va nous faire plier le matériel, qui va nous faire mal au dos et qui va nous procurer voilà, des sensations démentielles. Pour repérer le monstre au fond de la Seine, ce fan de pêche s'est doté d'un appareil dernier cri, un sonar d'une valeur de 3 000 €. Il est capable de repérer ce gros poisson jusqu'à 7 mètres de profondeur. Ce qui monte là, c'est moi. Donc moi je suis au-dessus. Rémi est un peu plus sur le fond, lui. Oh là là, regarde le poisson! Mitch a repéré un silure, mais il se fait désirer. Là, on voit que c'est un très très gros poisson parce que du coup là, il y a le montage Jérémy qui est là. Il est monté dessus, on le voit bien, à hauteur de son appât là. Donc ça c'est un poisson, on arrive un petit peu à donner une approximation, je pense, entre 1,80 m et 1,90 m là. Et c'est encore plus énervant quand on a ce genre d'outil là. On les voit monter. Alors si tu pêches sans ustensile comme ça, tu sais pas, c'est du poisson en dessous. Mais nous, toute la journée, on voit ça. Toute la journée, on les voit monter. Et au bout peut-être du 40e poisson, on va peut-être en faire un. C'est quand même compliqué en ce moment. Généralement, il y a toujours un poisson qui traîne, mais bon. On a souvent fait du poisson ici. Après 2 heures, tout va s'accélérer. Il y en avait un petit là, tu vois, sur le fond. Là. Mais il est encore là. Ça, c'est un silure. Tu vois? Mitch est sûr de son coup. Il est en train de me prendre là. Et voilà. Le silure est ferré, mais le remonté est sportif. Il faut éviter tout geste brusque qui pourrait casser la ligne. Pour hisser à bord un tel poisson, c'est toute une technique. Muni de gants, Rémi l'attrape par la mâchoire. Le poisson ne peut pas mordre, mais c'est plus prudent. Il y a vraiment beaucoup plus gros, c'est vraiment un bébé là. Là, c'est la gamme, on va dire, toute petite quoi. Mais bon, voilà. C'est lui qui a choisi de partir. Mitch garde le sourire, mais cette première prise est loin de le satisfaire. Des silures de 2,50 m ont déjà été pêchées dans la Seine. Hors de question d'abandonner. Mais il va falloir faire avec le trafic. Mitch le sait, la Seine est loin d'être un fleuve tranquille. Les manœuvres impressionnantes des péniches peuvent faire basculer n'importe quelle partie de pêche. En plus, elle est en train de faire un truc bizarre. T'as vu ce qu'elle fait? Elle va faire peut-être son demi-tour, donc tu vois. Donc là, on n'est pas dans son sillage, mais c'est ça qui est très dangereux. Ça te dérange pas qu'on est ici? C'est pas dangereux, mais ouais, il y a quand même des éléments de sécurité à prendre en compte. Et ouais, ça va vite. Hein. Parce que tu sais, quand tu es concentré à la pêche, tu regardes ton écran, tu regardes ta canne, tu vois pas ce qui se passe autour. Hein. Pour réussir une belle prise, le bateau s'est éloigné vers des eaux plus calmes. Toujours aucun gros poisson à l'horizon. Pour les attirer, Mitch a sorti son arme secrète. Cette fois-ci, plus question d'électronique. Cet instrument en bois est un clonk, rien de tel pour draguer le silure. C'est un outil là, qui vient des pays de l'Est, qui a pour but de frapper la surface de l'eau, là, d'émettre un bruit là, un peu sourd. Là. Le bruit attise sa curiosité et va remonter un petit peu plus en surface. Et quand il voit l'appât, ça nous aide aussi un petit peu à le faire mordre. Le bruit et les vibrations vont-ils attirer le silure vers la surface et les appâts vivants? Visiblement, Mitch a mis dans le mille. Un spécimen s'approche de la ligne de Rémi. Ah, il y a un beau poisson là sur le fond. Là. Voilà. Allez hop. Ouais, ça tire. À l'autre bout, la bestiole est beaucoup plus puissante et coriace que la précédente. Oh, t'as du mal ou quoi? Pour espérer la remontée, Rémi doit agir en douceur et fatiguer le poisson. Ah ouais, il y a vraiment une très belle pièce de poisson là. Hein.
Ramène-le-moi. Tu l'attrapes? Ouais, je vais te l'attraper. Oh là là, il est pas rendu, hein. C'est le jeu. La vache. Là, il y a vraiment très très gros poisson. Et voilà, bien joué. C'est ça qui nous fait vibrer, hein. Sur la pêche, c'est ça. C'est quand on voit des gros morceaux comme ça. En plus, ça, c'est un vieux poisson. Mitch et Rémi sont tombés sur un mastodonte. Pour connaître sa taille, ils partent le mesurer sur la berge. Mais ils doivent faire très vite et le rafraîchir pour éviter qu'il ne meure avant de le relâcher. Et verdict, 2,5 m. C'est pas mal. C'est joli, hein? Non? Magnifique. La pêche? Un gros poisson, hein? Les sportifs de passage n'en reviennent pas. Je fais une photo pour ma fille? Oui, venez. Avec plaisir. Ce cycliste n'en avait jamais vu de sa vie. Une belle bête, hein? Impossible de conserver le poisson plus longtemps hors de l'eau. Ce monstre est relâché. Il part rejoindre les milliers de congénères qui peuplent les profondeurs de la Seine. À l'image de Mitch et de ses amis pêcheurs, ils sont nombreux à succomber au charme du fleuve parisien. Les quais de Seine sont peuplés de personnages dont on ne soupçonne pas le rapport qu'ils entretiennent au fleuve. Parmi eux, Don et sa trompette. Don n'est pas un musicien de rue, il ne fait pas la manche. Cet Américain à Paris est multimillionnaire. J'adore jouer ici, parce que ça me débarrasse de tous mes soucis. Originaire d'une famille modeste du Michigan, Don est un ancien Marines. Il a fait fortune grâce à une société d'informatique qu'il a créée. Aujourd'hui, il n'échangerait pour rien au monde ses quelques notes de musique, jouées sur une petite île connue du monde entier, l'île Saint-Louis. L'endroit n'a pratiquement pas changé de visage depuis 400 ans et ne cesse de le fasciner. C'est incomparable. L'extase des lignes, des courbes, des mouvements, le ciel. Il y a une raison pour laquelle les gens viennent ici pour peindre. Si vous voulez vous balader ici et que vous n'êtes pas touché par ce que vous voyez, c'est que vous êtes sûrement somnambule. Tu sais quoi? C'est vrai, je ne me lasse jamais de voir ça. Oui, je sais, je m'arrête toujours ici et je me dis juste... À chaque fois. Ah, c'est fou d'être là. Oui. La femme de Don est suisse, mais elle a grandi à Paris. Ils vivent avec leurs 3 enfants entre le Michigan et la capitale. Le destin de ce couple s'est joué sur ces bords de Seine. Notre premier rendez-vous a eu lieu à cet endroit exact, il y a tout juste 20 ans. On s'était rencontrés dans un avion et elle m'avait mis au défi de la convier à un rendez-vous galant. Elle vivait à Paris, alors je suis venu pour la surprendre et je l'ai emmenée là, à la Tour d'Argent. Et aujourd'hui, nous vivons là, juste en face. Elle court tous les jours sur ces quais où nous avons eu notre premier rendez-vous. Ce n'est pas un film, c'est la réalité. À chaque fois qu'ils séjournent à Paris, Don et sa famille regoûtent à la gastronomie française. Tous les matins, ils sacrifient au rituel des croissants. Je crois qu'on a tous très faim, donc on va commander beaucoup de choses. Leur adresse préférée, la boulangerie de la Tour d'Argent, le prestigieux restaurant aux 3 étoiles. Dès qu'on monte dans l'avion, on se réjouit des croissants du petit déjeuner. Hein. On descend de l'avion et puis il y a des croissants à l'aéroport. On tient bon jusqu'à ce qu'on arrive ici. Et là, tout de suite, les croissants. Hein. Je vois monsieur d'habitude en tenue de jogging, puisqu'il fait son jogging. Et au retour de la course, il prend la viennoiserie pour la petite famille apparemment. On me remarque assez facilement. Un gros, bleu, qui court sur les quais. C'est assez facile de me repérer. Sur ces bords de Seine, chaque étape permet d'assouvir un péché mignon, celui des enfants, les fromages français. Oui. Alors, choisis un fromage avec choisis-en un petit crottin là-bas. À chaque fois que nous venons ici, ce gentleman nous fait essayer quelque chose de nouveau. Et je n'ai jamais goûté un mauvais fromage. Et ils sont tous différents. Rien à voir avec ce qu'on trouve en Amérique. Non. Bon, alors il paraît qu'on va prendre aussi le tout petit. Dans cette boutique de l'île Saint-Louis,
le couple est un peu chez lui. Une fois, j'ai l'occasion de voir monsieur. Et voilà, d'habitude c'est toujours moi. Voilà. C'est un petit village ici, hein. Donc on a l'habitude de voir les gens qui vivent entre les États-Unis, entre la Suisse, qui viennent seulement en saut de vent. Des fois, on les voit pendant un mois, on les voit plus, on les voit. On a l'habitude. Grâce à leur fortune, Don et Anaïs ont réussi à pénétrer un cercle très fermé, celui des riches propriétaires immobiliers des quais de Seine. Ici, autour du fleuve, le prix du mètre carré s'envole à 30 000 €. Certains biens se sont vendus jusqu'à 80 millions d'euros, comme le prestigieux hôtel Lambert, un monument classé qui appartient désormais à la famille de l'émir du Qatar. C'est à quelques encablures de cet immeuble que Don et Anaïs se sont offerts un appartement d'exception. 180 mètres carrés, où se mêlent des pièces du patrimoine et des meubles design. Le must, une vue très recherchée. Au fait, tu sais ce que c'est, ces bateaux sur les quais? Je crois que ce sont des habitations. Ah, on devrait peut-être en acheter un pour ta famille. De ce balcon, Don peut se laisser aller à la rêverie. Le truc cool de cet appart, c'est en face, quand les arbres sont moins verts. Tu peux voir la pointe de l'île. On a l'impression d'être sur un navire qui descend la Seine. Et tu te sens comme le capitaine du bateau? Ouais, même le maître du monde. Cette vue s'est révélée décisive à l'heure de conclure l'achat. Elle offre une quiétude qui sied à leur désir de changer de vie et de ralentir la cadence dans le travail. Je pense que l'environnement dans lequel tu vis a beaucoup d'influence sur ton bien-être et ta vie quotidienne. Alors il faut accorder beaucoup d'importance. Ça n'a pas de prix, c'est... Oui, comment mettre un prix sur le rêve de ta vie? Mais sur le marché immobilier, cette vue a bien un prix. Contrairement aux autres quartiers de Paris, une terrasse ou un balcon sur l'île Saint-Louis fait grimper de 30% la valeur d'un appartement. Pour conquérir son rêve, le couple a déboursé plus de 3 millions d'euros. Mais ce n'est pas tout. À l'image des riches propriétaires de l'île, Don et Anaïs se sont offerts les services d'une décoratrice d'intérieur. Bonjour Anaïs, comment allez-vous? Bien, bon. Stéphanie Rose a entièrement relooké l'appartement. Bon, il y a quelques éléments qui ont été rajoutés. Ouais. J'ai bien pris possession des lieux. On a mis des livres hein, quand même, ça commence à se remplir. Le design, c'est pas vraiment mon truc, donc j'y connais vraiment rien. Plus ou moins, je lui ai donné mes clés et je lui ai dit, eh ben, allez-y, au travail. Elle m'a gardé le suspense complet. Donc en ouvrant la porte, on est arrivé et c'était magnifique, c'était vraiment incroyable. Pendant que le couple était aux États-Unis, Stéphanie Rose Tomasella s'est chargée de tout. Grâce à ses décorateurs des quais de Seine, l'esprit du fleuve s'installe dans tous les appartements du quartier. Nous avons trouvé cette sculpture murale qui rappelle l'envolée d'oiseaux que l'on peut avoir sur les berges de Seine. Il y a également toutes les déclinaisons de bleu que nous retrouvons dans cet espace. L'idée, c'était de créer un lien subtil entre l'intérieur et l'extérieur qui est effectivement exceptionnel. Meubles, linge de lit, sculpture murale, jusqu'au moindre vase. Rien n'a été oublié, même les enfants ont pu réaliser leurs souhaits. Pourquoi tu voulais une licorne? Parce que c'est gros, c'est doux et c'est une licorne. C'est magique. Ces aménagements clés en main, seuls les riches propriétaires comme Don et Anaïs peuvent se le permettre, car ils coûtent le prix d'un appartement. On avait un budget de décoration qu'on a, je pense, pas beaucoup dépassé. 250, 300? Oui, voilà, on était entre 200 000 et 300 000 euros. Ouais. La somme est énorme, mais Don et sa femme ont réalisé leur rêve sur scène. C'est vraiment relaxant de regarder l'eau. C'est hypnotique. Ça change de couleur. Les ambiances changent sans arrêt. Tiens, regarde, il y a un nouveau bateau. Don ne s'en doute pas encore, mais depuis sa fenêtre, il pourrait bien apercevoir dans quelques mois un drôle de nouveau bateau. Pour diminuer les problèmes de circulation sur les quais, voici peut-être la solution. Le Sea Bubble, une embarcation conçue pour devenir un taxi flottant. Dotée de 2 ailes sous la coque et de moteurs électriques, elle est écologique.
Ses inventeurs, Anders Bringdahl, ancien champion du monde de planche à voile, et Alain Thébault. Voler au-dessus de l'eau a toujours été pour lui un rêve. Alors il a dévoué sa vie à l'hydroptère, un bateau volant avec lequel il a battu le record de vitesse à la voile en 2009. Une technologie qu'il veut mettre au service de la Seine. Les voies sur berge sont congestionnées et sur l'eau, regardez cet espace utilisable. Donc il est temps de se réapproprier, comme dans l'ancien temps, les fleuves sur un mode zéro émission, zéro bruit, zéro vague, en faisant voler tout le monde. Pour faire naviguer des dizaines de taxis flottants, l'inventeur a réuni 100 millions d'euros grâce à des investisseurs. Mais il doit d'abord convaincre la ville de Paris. Ce matin, il a donc organisé un test avec une invitée de marque. Ça va, Anders? Ça va très bien. Très bien, bonjour. Anne Hidalgo, la maire de Paris, a manifesté son intérêt pour ce projet. Les deux inventeurs espèrent la séduire avec ce prototype. Ils ont également convié la presse. Sur l'engin, Madame la maire a pris les commandes. Visiblement, la balade lui a beaucoup plu. Génial, moi j'adore. C'est magnifique, c'est silencieux, c'est confortable, c'est ludique. On a pris quelques petits virages assez sympas aussi, vraiment très agréable. J'ai hâte de l'étape suivante. L'étape suivante, c'est la mise en circulation de ces taxis flottants. Pour Alain, c'est juste le sens de l'histoire. Le fait d'arrêter de polluer, d'être entassé sur les quais dans les bouchons, et ça, clairement, c'est l'avenir. Regardez, depuis le début de cette interview, on n'a rien vu passer sur l'eau. Non, franchement, il faut se réapproprier les baies, les fleuves. On ne peut pas continuer à avoir ces voitures empilées et rien sur l'eau. Pour rendre son projet réalisable, Alain Thébault s'appuie sur l'expertise d'un architecte mondialement connu, Jacques Rougerie. L'homme vit sur cette péniche parisienne depuis 1977. Sur ce bras de Seine, ses sorties avec cette étrange voiture rouge ont contribué à sa légende. Il y a ma voiture amphibie. Donc on voit les deux hélices à l'arrière. Je voulais avoir une voiture qui aille sur l'eau. Et l'histoire de cette voiture, il s'en est construit 3600 en Allemagne. Il en reste une dizaine à peu près à travers la France, dont celle-ci. Voilà, donc pendant plus de 10 ans, je m'en servais vraiment régulièrement. À l'époque où son véhicule fonctionnait encore, ses escapades amusaient beaucoup les riverains. Sa voiture amphibie, c'est un peu l'ancêtre du taxi flottant. Également océanographe, Jacques Rougerie a installé ses bureaux dans sa péniche. Ici, il a imaginé des maisons et des villes entières sous les océans. Alors ici, c'est notre projet un peu fétiche, le fameux Sea Orbiter, qui est la synthèse de tous ces projets, toutes ces réalisations que nous avons menées d'habitat sous-marin. Là, on est en train de réaliser, mais c'est en cours de chantier d'ailleurs, Nausicaa, donc, qui est un musée aussi de la mer, c'est le musée européen de la mer. Sur sa péniche, il a même créé une piscine. Ça fera 40 ans que j'ai construit ce bassin. Dès que j'ai acheté cette péniche, j'ai voulu faire ce bassin sous l'eau, au cœur de ma péniche. Il y a 2 ans, il a embarqué dans l'aventure Sea Bubble. Ils ont fait un 3D avec tout l'ensemble de la structure en panneaux solaires. C'est génial. J'ai essayé les projecteurs sous-marins l'autre soir. C'est extraordinaire. Après, il faut qu'on fasse attention aux moindres détails d'attache, parce que c'est ça. Sa mission, concevoir un embarcadère futuriste capable d'héberger plusieurs taxis flottants. Vous allez avoir cette station à la gare d'Orsay, enfin au musée d'Orsay plus précisément. Voilà, donc ce sera la première génération des stations Sea Bubble. C'est une belle aventure. Voilà. À chaque fois qu'il évoque ce nouveau moyen de transport, l'architecte est intarissable. À travers un engin qui ne fait aucune vague, qui se déplace là comme une libellule au-dessus de l'eau, comme un papillon, vous voyez, c'est sûr que vous verrez Paris d'un autre œil. Ça ne fait qu'amplifier ce rapport charnel, sensoriel à l'eau. Et le Sea Bubble est un engin qui s'adapte parfaitement dans nos nouveaux cadres de vie. Là, vous glissez sur l'eau, vous surfez sur l'eau. Donc c'est magique de découvrir Paris comme ça.
Pour que les Parisiens aient un jour cette chance, toute l'équipe travaille d'arrache-pied à 800 km de Paris. Près de Marseille, le port de La Ciotat. Ici, les clients se pressent pour réparer les plus beaux yachts de la planète. Au milieu de ce géant des mers, Alain multiplie les tests sur ses futurs taxis flottants. J'ai la feuille d'essai, Jean. Les deux inventeurs ont un problème. Pour que leur engin vole sur l'eau, ils doivent le pousser à 20 km/h au moins. À cette vitesse, le taxi flottant décolle parfaitement. Mais à Paris, la réglementation interdit d'aller aussi vite. Impossible de dépasser les 12 km/h. Alors Alain s'arrache les cheveux. Ok, on repose. Pour Paris, c'est de la basse vitesse aujourd'hui. Et ça, c'est une vraie contrainte. C'est un peu comme si vous étiez sur une bicyclette et qu'on vous disait, bah, tenez votre vélo, voilà votre vélo, mais la vitesse max est de 4 km/h. Vous avez un pied par terre quasiment tout le temps. Bon, là, c'est un peu pareil. Voler de manière lente, c'est très compliqué. Installe-le peut-être à 10 nœuds pour voir. On est là. Là, tu es à 10 nœuds. Voilà, donc ça, on va à la vitesse d'un vélo, franchement. Donc là, on est à peu près sur... c'est parfait. L'allure vient de passer sous les 10 nœuds, soit moins de 20 km/h. L'embarcation s'enfonce dans l'eau. On est un peu cabré, non? Un peu cabré. Ok. Et là, la hauteur de vol, c'est quoi? 30... T'es à 32 cm, c'est quand même... En poursuivant les essais à faible vitesse avec de faux passagers, c'est encore pire. L'embarcation perd de sa stabilité. François, vous virez les fesses. L'avant, des fois, elle fait ça. Elle décroche et fait tout ça. Donc c'est clair que l'avant, il faut les virer. À commencer par enlever ceux du milieu, ceux qui sont tout le temps dans l'eau déjà. Ouais. Les ingénieurs plongent sous la coque pour changer de réglage. Mais rien n'y fait. Ce jour-là, Anders décide de jeter l'éponge. Là, ce que tu vois, ça fonctionne pas. Donc c'est pas la peine d'insister, ça marche pas. Si le duo d'inventeurs veut imposer son nouveau moyen de transport, il va devoir demander une dérogation pour aller plus vite. Alain veut y croire. Lancé à toute vitesse, il est persuadé de conquérir le public parisien. Ah, on est bien, c'est la Rolls. La mairie de Paris et le ministère des Transports autoriseront-ils une vitesse de plus de 20 km/h? Dans quelques mois, ces engins du futur fileront peut-être sur la Seine. Conquérir ce fleuve mythique, c'est l'ambition de beaucoup d'entrepreneurs. Et de plus en plus de jeunes talents tentent l'aventure avec des concepts innovants. C'est le cas d'Évrard. C'est le rituel, chaque début de journée de croisière, débassage du bateau, nettoyage, plein d'essence, voir si tout fonctionne. Évrard est une figure sur la scène. Ce Parisien de 32 ans et ses associés ont investi 300 000 € pour s'acheter 3 bateaux comme celui-ci. Véritable salon flottant avec canapé cuir, l'embarcation peut accueillir 12 personnes. Après avoir obtenu une autorisation d'exploitation des ports de Paris, Évrard a lancé une nouvelle mode, le bateau apéro sur Seine. Le concept de base, c'est que les gens, nous on leur offre aux passagers, on leur offre 2 bouteilles de vin blanc. Et eux, ils viennent avec ce qu'ils veulent, nourriture, boissons, etc. Donc en fait, c'est eux, ils se mettent derrière le bar et ils sortent leurs petites affaires, etc. Et ils sortent les copains. Ils sont tellement bien plus heureux de faire le service que d'être servis, pour une fois, que ça va très bien comme ça. Nickel. Évrard a eu cette idée après un stage en mer. Il a décroché son permis bateau il y a 8 ans et paye 4 000 € de droits d'amarrage par bateau et par an. Chaque soir, il endosse un rôle qui l'amuse beaucoup. Mais là, voilà, c'est la partie hyper sympa de mon métier. C'est que je vais vraiment faire du bateau, là. On se met à l'aise et c'est nos petits uniformes d'été, un petit polo avec... pour bien montrer qui on est, tout simplement. Ce soir, le capitaine remplit son bar de bouteilles, car des Parisiennes ont réservé l'embarcation pour une soirée particulière. À 28 ans, Camille, future mariée, enterre sa vie de jeune fille. Vous savez ce qui vous attend?
Bah apparemment, j'ai une vague idée, je sais pas trop, je sais pas. Les copines de Camille ont payé 400 € pour 8 personnes pour cette balade festive. Évrard, le capitaine, sera aux petits soins. Mesdemoiselles, bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis votre capitaine pour ce soir. Je m'appelle Évrard. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas. 2-3 consignes de sécurité toutes simples. Si vous êtes tout à l'avant en même temps et qu'il y a des vagues, vous risquez d'être mouillé. Sachez-le. Et après, derrière le bar, vous avez de quoi vous rafraîchir. Vous avez des verres, vous avez tout. Vous faites comme chez vous, vous servez. Si vous voulez brancher de la musique, c'est possible aussi. Vous branchez un iPhone. Et voilà. Et après, vous n'avez plus qu'à vous amuser. Énorme surprise. J'ai trop hâte de commencer là. Je sais pas ce que ça donne, je sais pas où on va, mais c'est trop bien. On a pris plein de trucs de quoi grignoter pour prendre l'apéro. Les amis de Camille ont tout prévu. Un apéro à la bonne franquette avec rillettes, fromage et petits biscuits. Et pour l'ambiance, elle s'en charge. Vous êtes magnifiques. Au top. C'est quand même hyper beau Paris. Non mais c'est complètement bateau, mais c'est vrai. Et surtout là, dans la nuit, avec les monuments éclairés, les ponts et tout ça, c'est... La bande de Parisiennes redécouvre la capitale et savoure. En tant que Parisienne, on va jamais prendre un bateau-mouche. Ça, c'est évident. Enfin, on laisse, ils sont déjà pleins et on le laisse aux gens qui visitent. Donc là, c'est vrai que ça permet de redécouvrir sa ville, de passer un moment sympa avec des amis. Et voilà, le cadre est quand même idyllique. On est bien assises, on a tout ce qu'il faut, il y a la musique. Les Parisiens, quand ils sont sur le bateau, il y en a c'est à ce moment-là qu'ils se rendent compte qu'ils vivent dans une ville qui est magnifique, etc. Et ouais, ça leur rappelle qu'ils ont beaucoup de chance. Et ouais, non, ils sont toujours émerveillés. Pour épater ses clientes, Évrard a ses petites astuces. Il se présente toujours sous la tour Eiffel, au moment même de son illumination. C'est ça que ça marche. Ça fera toujours rêver les Parisiennes. Ce soir, Évrard a conquis Camille et ses copines. C'est encore une croisière réussie, c'est bien. C'est cool. Grâce à ce nouveau business, Évrard a embauché 4 salariés. Il a concrétisé le rêve caressé par beaucoup, se faire une place sur la Seine et embrasser pour longtemps le fleuve le plus majestueux du monde.